the best fighter in the world. Good boy, Razana, good boy. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans les cordes. Et aujourd'hui, on va vous analyser, faire notre retour sur un combat qui a eu lieu ce week-end, qui a été super intéressant en tout cas pour la discussion qu'on va avoir avec Renaud tout de suite. Et c'est Renaud. C'était Naoya Inoue contre Junto Nakatani, le gros clash japonais. Exactement. Alors, vas-y, on va directement entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce combat alors ? Bah écoute, moi, alors déjà, avant de parler du combat, j'aimerais quand même dire à tout le monde que malgré le fait qu'on fasse un podcast pré-combat, qu'on annonce clairement justement la date du combat, il y a Nathan qui trouve moyen en plein après-midi le samedi de dire « j'ai loupé le combat !» Je pensais que c'était dimanche matin. Ouais, bon, oui, mais parce que tu sais, à ce moment, la période elle est dure, il pleut alors qu'on est en mai. Ah, tu comprends, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. C'est compliqué pour mon cerveau. Donc, en fait, je me suis fait spoil par Twitter, voilà, comme ça au moins, comme quoi c'est le karma quoi. Ah, c'est ça. Mais donc, du coup, bah, moi, c'est pareil, j'ai vu que le combat, il était. En fait, le combat, je pensais qu'il était vers midi, j'étais resto famille et tout ça. J'arrive à 15h et je vois que le combat, il est même pas commencé. Alors, ça a dû être très très tard au Japon, parce que normalement, les combats, ils sont vers 11h midi. Donc, du coup, j'ai réussi à regarder vite fait le combat en live, mais avec la famille, tu sais, donc je regardais. Donc, de loin, je regardais s'il y avait un moment un mec qui tombait, tu vois. Ouais. Et en fait, non, j'ai vu que le combat y allait sur 12 rounds et j'ai vu à la fin qu'ils avaient levé la main de Inoue, donc j'avais pas trop une vision claire du combat. Du coup, je l'ai regardé 8 fois. Du coup, après, je l'ai trouvé, je l'ai regardé. Et écoute, je comprends, y a beaucoup de gens sur internet qui disent qu'ils ont été déçus. Parce que justement, ça n'a pas été, entre guillemets, le combat ultra bourrin entre deux punchers qui se défoncent. Tu l'avais annoncé, hein, juste quand même pour le dire, tu l'avais annoncé dans le podcast. Hein. Ouais, que c'était souvent en fait entre deux gros punchers et très très bons gars qui se rencontrent. Souvent, en fait, c'est pas décevant, mais on va dire ça c'est tellement technique. C'est un peu frustrant en fait, je trouve. Qu'effectivement, voilà, les gens s'attendent à un truc genre à la Golovkin Canelo. Mais bon, en fait, Golovkin Canelo, ce qui était vraiment bon avec eux, c'est qu'en fait, ils avaient exactement les mêmes caractéristiques en termes de taille et tout ça. Donc en gros, les mecs, ils avaient pas le choix juste de se rentrer dedans. Et enfin, d'une manière très technique et incroyable. Hein. Et là, en fait, on a bien vu, moi, en tout cas pour faire mon petite analyse du combat, dès le début, en fait, on a vu que la stratégie de Nakatani, c'était d'utiliser, en fait, un peu comme Picasso, le fait qu'il soit beaucoup plus grand, beaucoup plus une grosse allonge que Inoue, pour en fait faire travailler Inoue, pour forcer Inoue à couper la distance. Et là où en fait Nakatani a été bien meilleur que Picasso, c'est qu'il s'était vraiment entraîné en termes de timing à déclencher son gauche, mais genre un temps de réaction vraiment très rapide, ce qui fait que Inoue, du moment qu'il se rapprochait un petit peu, il pouvait se faire contrer avec un gros crochet ou un direct du gauche. Alors après, Inoue, il avait préparé un peu le truc, dans le sens où il faisait des retraits de buste, des mouvements de tête vraiment impressionnants, justement pour pas se faire contrer. Donc en gros, pendant 7 rounds, ça a été un peu le jeu du chat et la souris, entre Inoue qui essaye de rentrer, qui essaye de innover, qui essaye de trouver des portes d'entrée, des feintes, des trucs qui fonctionnent. Il nous a fait des trucs un peu de fou, hein. Genre des espèces d'uppercuts sur une jambe. Ouais, non, vraiment. Et en gros, Nakatani, lui, de son côté, il était pas passif, hein, parce qu'il était actif, mais il essayait quand même. En fait, il était plus dans l'attente, ce qui fait qu'on n'avait pas deux personnes qui essayaient de se battre. On avait vraiment Nakatani qui essayait d'attendre l'erreur de Inoue pour le choper. Et je pense que si il l'aurait réussi à le contrer, il l'aurait facilement. Enfin, son but c'était, je pense, de contrer Inoue et après d'essayer de lui sauter dessus et de le finir, quoi. Et c'est pour ça que la première partie du combat a été quand même un peu très frustrante. Par contre, deuxième partie, c'est là où Nakatani, je pense qu'il avait compris qu'il a perdu bien, enfin que les 7 premiers rounds potentiellement, il les avait perdus. Et là après, il a commencé à être plus agressif. Et là, je vais te laisser la parole pour me dire ce que tu en as pensé. Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de succès et qu'il y a un moment, j'ai vraiment cru que Inoue était vraiment en danger, quoi. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi et c'est encore...
c'est encore ce que je trouve frustrant. Moi, c'est ce que souvent je dis. Alors après, c'est plus facile de mon point de vue en tant que spectateur qu'acteur, mais je trouve ça dommage d'aller prendre une défaite, alors qu'en fait, sur certains rounds, tu montres que quand tu y vas, t'as l'opportunité de pouvoir faire quelque chose dans le combat. Là, j'ai l'impression que Nakatani, au départ, il est arrivé, il s'est dit bon, je vais la jouer en mode défensif. D'ailleurs, vous remarquerez, moi je sais que je regarde quand même beaucoup de combats de boxe, les pieds étaient quasiment alignés. Donc vraiment de manière en fait à ce qu'il y ait le moins de zones possible qui puissent être touchées par son adversaire. Ça fait aussi que les frappes seront moins puissantes parce que du coup t'as pas les deux pieds qui sont ancrés forcément sur une diagonale, donc t'as moins de polygones de sustentation. Alors ça c'est pour ceux qui ont fait STAPS, je vous fais plaisir. En fait, c'est polygone de sustentation. De sustentation, ouais. Sustentation. En fait, c'est une zone en gros de maintien d'appui que tu vas créer en fait avec tes pieds. Et en fait, quand tu alignes tes deux pieds, forcément, il y a moins de puissance. Par contre, du coup, tu te fais moins toucher. Donc, Nakatani prend ce pari-là au début. On voit d'ailleurs sur, je crois, les 3 scorecards des juges que de toute façon, il perd les 7 premiers dans les 3 cas. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il se réveille pour moi un petit peu tard alors qu'il a les capacités, je pense. Et moi, c'est ce que je dis, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour un combattant de prendre plus de risques, quitte à prendre un KO, et du coup prendre aussi le risque de gagner, que de là, en fait, tu vois, on finit sur une défaite, au final, on aurait aimé en voir un petit peu plus. Il y a eu quelques rounds qui étaient intéressants, qui étaient compétitifs de chaque côté. Parce que de toute façon, Inoue, on savait. Inoue, on n'est pas surpris, on connaît son niveau, on sait qu'il est exceptionnel. Là, Nakatani, c'est vrai que c'était un combat sur lequel il pouvait prouver. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense aussi qu'il a pris le soin un peu de son dernier combat où il s'était peut-être un peu trop emballé justement et où il avait pris quand même beaucoup de coups. En plus avec un Inoue qui a une frappe quand même assez chirurgicale et tu l'as dit avec des angles de frappe que moi j'ai jamais vu. C'est-à-dire que moi je fais de la boxe quasiment tous les jours à mes clients. Jamais je pourrais leur proposer les angles que Inoue a utilisés parce que ça n'a aucun sens, mais ça fonctionne. Parce qu'en fait le gars il a l'œil, il a une capacité d'adaptation en direct qui est exceptionnelle pour un temps de réponse très très court. Donc c'était intéressant pour moi sur ces aspects-là parce que tu vois des trucs un peu flush, un peu rapides où il se passe des jolis trucs. Malheureusement sur la longueur du combat il s'est passé un peu ce qu'on avait prévu. Nakatani un peu sur la contre-attaque. Inoue qui lui essaye de rentrer mais en fait du coup qui évite de prendre le risque parce que tu sais qu'avec un direct arrière tu peux vite finir au sol. Donc ça a été deux positions un peu inconfortable je pense à tenir et puis bon c'est Inoue qui gagne parce qu'il est plus productif, parce qu'il touche plus, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé en voir encore un peu plus quoi. Ouais, je suis d'accord que je pense que c'était un peu frustrant, mais en fait c'est logique dans le sens où en fait moi ce qui m'a étonné c'est que Nakatani par rapport à son dernier combat contre Hernandez, c'est vrai qu'il avait montré qu'il était en fait, il n'avait pas réussi, quoi. Il avait été super flashy les premiers rounds, enfin dire la première partie du combat, et après il s'est quand même un peu littéralement écroulé, quoi. Alors après Hernandez, c'est pas le même physique que Inoue, c'est pas la même technique, c'est pas pas comparable. Mais là, Nakatani, ce qui m'a étonné, c'est que en fait, ils avaient fait vraiment une stratégie, et justement, il a été très discipliné. Et je pense qu'il y a eu de la frustration de sa part, justement, de ne pas vouloir trop aller à la castagne. Mais c'est justement pour ça, en fait, que le combat a été très serré. Et ça se voit vraiment, je trouve, les 7 premiers rounds, qu'en fait, le game plan, c'était... de toute façon, Inoue, il est plus rapide. C'est vrai qu'Inoue, il a quand même une explosivité, une vitesse, même à son âge, qui est, je veux dire... exceptionnel. Ouais, exceptionnel, quoi. Je veux dire, tu sens que n'importe qui devant lui... Ils ont vraiment du mal à... Le mec doit couper la distance tellement vite que tu dois douter de chaque moment, quoi. Et donc, du coup, à ce moment-là, Nakatani, je pense que son équipe avait vraiment pris la décision de dire ok, au début, on va pas prendre de danger. On va pas prendre de risques parce que les 6-7 premiers rounds, le mec, il est au top de sa forme. Donc, je pense qu'ils avaient quand même misé un petit peu sur la deuxième partie du combat. Et c'est ce que Nakatani a montré, et franchement, Nakatani, à un moment, il y a eu des séquences, il y a même eu plusieurs séquences de suite, où j'ai trouvé qu'il a dominé Inoue, et ça, personnellement, je m'y attendais pas. Inoue, on l'a vu, on va dire, se prendre des mauvais coups, prendre des coups un peu directs, qui prend un peu plus rarement d'habitude. Voilà, le seul moment où on a vu un mec dominer Inoue, c'est Donner.
lors du premier combat, qu'il a clairement dominé Inoue lors, on va dire, de certains rounds. Et Donner, c'est pas n'importe qui, donc ça montre que Nakatani, comme je t'avais dit, je le plaçais pas très haut, malgré le fait que mon site le met deuxième. Moi, personnellement, je sais même pas si je le mettais dans le top 10 pound for pound. Et là, en fait, il m'a prouvé tort, il a montré que c'est un mec vraiment qui a vraiment... Et en plus, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que dans le combat, je veux dire, les gens disent qu'il s'est pas passé grand-chose, mais en fait, quand tu vois le combat, c'est pas qu'ils ont pas essayé. Tu vois que les mecs, ils ont tout essayé, overhand de malade, t'as des ralentis où tu vois que les mecs, ils envoient des putains de coups. C'est juste que les deux, ils sont juste extrêmement bons, que ça soit en attaque ou en défense, avec des retraits de tête, genre, le point, il passe au millimètre, tu vois. Et donc, du coup, en fait, c'était juste vraiment deux artistes. Et en plus, c'était la première fois qu'ils se rencontraient, donc je pense que des deux côtés, il y avait un petit peu aussi de tension et tout ça. Et aussi Inoue qui était au-dessus, parce que quand même Inoue, quand il arrive au 11e round, je trouve qu'il s'est quand même fait dominer depuis 2 rounds, et il arrive à trouver un uppercut je suis d'accord, qui blesse Nakatani et qui on va dire, qui inverse un petit peu la tendance de fin de combat. C'est vraiment ça qui fait que Inoue, pour moi, gagne le combat, même si bon, c'est vrai qu'en termes général il a dominé. Mais c'est vrai que quand tu vas sur les rounds, tu vois les rounds 8, 9, 10, tu commences à te dire « Ah, c'est possible que Nakatani finisse très fort et prenne le combat, quoi. » Après, moi, il y a un truc qui m'a un peu frustré, et c'est un truc que je comprends pas un peu aussi avec les techniques de boxe un peu actuelles, parce que je me réfère aussi un peu à Canelo quand je dis ça, c'est l'utilisation du jab. Moi, honnêtement, genre... Bon, là, si on parle de Canelo, sur le dernier combat, il n'y en a jamais eu. Et puis là, en fait, Nakatani, tu sais... Il a cette espèce de boxe, tu sais, avec le bras déjà plié un peu en mouvement, tu sais, à l'avant. Ouais. Donc du coup, pour aller mettre après de la vitesse et pour faire un retour plus j'envoie derrière, donc pour mettre une vraie frappe, en fait, tu perds trop de temps face à un mec qui est très explosif comme Inoue. Et en fait, par rapport à ces gabarits-là, ces tailles-là, j'arrive pas à comprendre que ton jab soit pas un des arguments numéro 1 pour créer tes conditions de victoire, en fait. Alors ça, c'est un truc, je crois qu'on en a parlé un petit peu en off, ou c'est peut-être moi qui ai juste dit ça, ou peut-être que j'ai pensé, j'ai même pas dit. C'est vrai que le jab, quand tu vois justement la longueur de Nakatani, moi c'est pareil, je me suis dit, mais en fait son jab, c'est pas qu'il est pourri, quoi, mais l'utilisation qu'il en fait, honnêtement, en fait à la fin du combat, tu te souviens pas du jab de Nakatani, quoi. Non, alors vraiment pas. Le jab de Inoue, tu sais, il est percutant, quoi. En plus, son jab, c'est son entrée à Inoue, c'est-à-dire que sans son jab, il peut pas rentrer. Donc du coup, on le voit, et quand il marche, en plus, il marche bien parce qu'il emmène beaucoup de frappes après, quoi. C'est ça. Et alors du coup, moi, j'avoue que je suis pas un expert, on va dire, je me suis pas tapé tous les combats de Nakatani pour savoir si dans le passé, s'il a clairement un jab et qu'il l'a pas utilisé, parce que après, moi, de ce que je peux en fait voir, c'est soit il a pas forcément un bon jab et il compte pas dessus parce que c'est un gros puncher, souvent les gros punchers, voilà, et que c'est jamais leur stratégie d'utiliser leur longueur pour, on va dire, pour rester à distance et gagner, on va dire, des combats sur 12 rounds. Ou alors, moi je pense, il y a une possibilité, c'est que Nakatani et son équipe savaient que ça allait être très dur pour eux d'avoir une décision, on va dire, sur 12 rounds. Et donc du coup, ils cherchaient pas du tout ça. Et justement, le fait de pas trop avoir de jab, ça faisait que Inoue pouvait, on va dire, casser la distance, et il comptait le cueillir quand même sur cette occasion, quoi. Mais je t'avoue que moi aussi, il y a un moment, je me suis dit, putain, c'est des mecs, ils ont des allonges de malades. Et au final, à la fin du combat, tu te dis, c'est quand même dommage alors, ils ont quand même utilisé parce que c'était dur pour Inoue de devoir casser la distance avec ces allonges-là. Mais quand même, tu te dis, c'est vrai que tu te demandes si Nakatani aurait pas pu, justement, en jabant beaucoup plus, se faire peut-être 2-3 rounds en plus, et à la fin, gagner le combat, quoi. Ouais, surtout que j'ai du mal à trouver la logique, tu sais, dans le sens, si on part du principe que le gars, on veut le mettre à terre déjà sur une contre-attaque, tu sais, avec un KO et tout, le placement déjà des jambes, il est pas fait pour ça, en fait, il est plus fait pour justement l'empêcher de rentrer. Ouais, tu vas peut-être mettre ton contre, mais en fait ça va se faire sur du long terme, parce que t'as moins de puissance que si t'as ton appui qui est ancré, et tu sais, ton poids en fait qui est un petit peu à l'arrière. Parce que là, t'as vu, en fait, ce qui se passe, c'est que
les mecs sont en position, leur buste il est vachement penché à l'avant, tu sais, c'est pour pouvoir faire un peu comme les mecs font en boxe olympique, tu sais, c'est des gros retraits de buste et juste derrière, tu sais, on va renvoyer un bras, quoi, tu vois. Mais le problème, c'est que quand tu boxes de cette manière-là, les chances que tu as de mettre KO le gars sur la frappe qui va suivre, en fait, elle est vachement diminuée par rapport à un vrai contre, tu sais, avec les appuis fixes où là, par exemple, tu vas me faire une esquive de buste et tu vas remonter un uppercut ou un crochet, et là, le gars, tu vas le bousiller, tu vois. Bah, c'est peut-être pour ça que le but, c'était pas forcément peut-être de mettre KO sur un coup, mais c'est de le sonner un petit peu sur un contre et après d'essayer de le finir. Mais c'est vrai que je suis d'accord que en fait, il y a une espèce d'équilibre qui est pas forcément, on va dire. En gros, Nakatani, il était très, on va dire, comme tu dis, avec ses pieds sur une ligne très latérale. Comme ça, il offrait vraiment pas beaucoup de parties de son corps à Inoue, ce qui forçait en fait Inoue à devoir sauter, quoi. Je veux dire, Inoue, il est vraiment, littéralement. Et en plus, vu que Nakatani était gaucher, il avait juste à se décaler un peu sur sa droite, et il était très très vite en fait au-delà de l'allonge de Inoue. Mais c'est vrai que du coup il était moins efficace lors des contres et en fait c'est pour ça que le combat était entre guillemets un peu chiant parce que c'était justement tellement technique, les deux ils essayaient justement de se protéger pour pas se prendre un contre ou un KO et en même temps ils essayaient, donc du coup en fait c'est vrai qu'il y a énormément de coups qui passaient pas, quoi. Mais c'est pour ça que c'était un jeu d'échecs, quoi. C'était le premier à faire une erreur. Et en fait, à la fin, il n'y en a quasiment aucun qui a fait une erreur, quoi. Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, la question des fois que je me pose, mais on le saura jamais, c'est de se dire, s'ils avaient pris 1% de plus de risque, combien de pourcentage de performance en plus ils auraient gagné, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je sais pas, parce que quand tu vois les ralentis, quand tu vois les actions, moi j'ai trouvé quand même que les risques, ils étaient là. C'est juste qu'en fait, les mecs étaient juste trop bons, quoi. Genre, après, les risques étaient là, mais pas forcément. En fait, les risques sont là parce que les mecs sont très forts, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné où, quand tu vas aller sur le ring, en fait, de toute façon, tu sais que ton pourcentage de risque sur là, les 12 fois 3 minutes qu'il va y avoir, c'est les plus gros de ta vie, quoi. Tu vois. c'est ça. Mais en fait, je me dis, tu vois, si tu te réfères à des gars comme Bivol, par exemple, qui ont aussi plutôt une bonne allonge, qui utilisent vachement bien leurs bras avant, tu vois que c'est une vraie arme, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai du mal à comprendre dans ces combats-là, c'est quand t'as un adversaire qui est plus petit que toi, et tu sais qu'il va devoir même sauter, parce que c'est ce que tu disais, hein, il était sur... Vraiment, il se donnait, quoi, pour pouvoir rentrer. Ouais. Et en fait, l'adversaire avec les plus longs bras, en fait, lui, il utilise pas forcément son bras avant. Donc, écoute... Non, mais c'est vrai, mais après c'est vrai que Nakatani à la base c'est un puncher, quoi. Donc du coup, même si le mec il a des grands bras et tout ça, lui ce qu'il fait c'est enfin tu vois, c'est un puncher, quoi. Ouais, mais écoute, franchement, moi j'aurais bien aimé quelques rounds de plus pour me faire encore un peu plaisir et puis pour voir un peu où ça serait allé. Je pense que tu les auras. Je pense qu'il va y avoir une revanche. Moi, le seul truc que je vais dire aussi pour, on va dire, finir un peu l'analyse du combat, c'est que j'ai quand même senti... Alors déjà, juste un truc. Dans la conférence de presse, il y a quand même Inoue qui a dit qu'il a pris, entre guillemets, volontairement les rounds, on va dire 8, 9, 10, un peu off, parce qu'il était fatigué mentalement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il a dit que mentalement, il a dit que physiquement, il était bien, mais mentalement, il a senti qu'il fatiguait et tout ça. Bon, alors après ça, on en pense ce qu'on veut. Je sais pas si c'était volontaire ou justement c'était pas volontaire. Mais effectivement, je pense que 33 ans là pour Inoue, pour un mec qui compte énormément justement sur sa rapidité, son explosivité, ses réflexes, je pense que ça commence à être un âge où on sent qu'Inoue, en fait, il peut que baisser. Et donc, voilà, pour réenchaîner sur ce qu'on voulait parler, s'il y a une revanche qui se fait, je dois avouer que je serais peut-être plus du côté de Nakatani cette fois, en termes de pronostic. Après, je me demande, est-ce que c'est l'âge général ou est-ce que c'est son style de boxe? Moi, je pense que c'est l'option 2 qu'il faudra qu'il modifie parce que, tu sais, ça fera comme Canelo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, là, des fois, comme tu disais, il saute et en fait, il s'expose beaucoup, chose où il s'exposait moins avant parce qu'il était peut-être un peu plus réactif. Il va falloir modifier ça et prendre peut-être moins de risques parce que, pour le coup, c'est passé cette fois-là. Tu prends le crochet qu'il a pas pris, tu sais, qu'il a esquivé avec sa tête, tu sais, là où il fait une esquive avec son visage qui part à l'extérieur. Ouais. Tu prends ça dans la tête à ce moment-là, je pense que le combat après n'est plus le même. Et en fait, je trouve que
Inoue, au fur et à mesure, alors, il est toujours aussi fort, il n'y a aucun problème avec ça, mais je pense qu'il s'expose un petit peu plus au coup des adversaires. Euh, pour l'instant, il arrive encore à avoir l'efficacité et l'efficience d'explosivité pour pouvoir pas trop subir et pour pouvoir gagner les combats. Mais tu vois là, pour le coup, il y a 12 rounds. C'est pas le premier combat là qui fait en 12 rounds. T'es jamais à l'abri de prendre un gros coup comme contre... c'était Akhmadaliev, non? C'est ça? Ouais. Ouais, contre Akhmadaliev, t'es au 12e, tu prends une grande frappe dans la tempe. Ben, tu t'éteins comme tout le monde, quoi. Et c'est dommage parce que ça reflète des fois pas le combat, mais c'est le risque. Bah moi, comme je t'ai dit en off, pour moi en fait, je suis Inoue. Je me demande si je prends pas ma retraite maintenant, quoi. Parce que en fait, le mec il est tellement au top que c'est évident qu'il y a un moment, et ce moment-là, je pense qu'il va venir très très vite, bah il va perdre. Alors après, perdre de quelle manière, je sais pas. Mais en fait, c'est bon, il a tout gagné dans toutes les catégories, enfin qu'il a pu, on va dire, où son physique reste, on va dire, pertinent. S'il monte encore d'une catégorie, il va vraiment être en face de mecs beaucoup plus gros. Et je pense que là, si déjà il arrive pas trop, enfin, il arrive encore à mettre des KO, mais encore une fois, c'est à cause de on va dire, de l'accumulation, pas forcément sur un coup. Moi, Inoue, là, Nakatani, s'il y a une revanche, il va avoir l'expérience maintenant, il aura 12 rounds déjà dans le sac. Il sait à quoi s'attendre, il sait à peu près la puissance de Inoue. Comme je l'ai dit, il m'a surpris, c'est vraiment un bon boxeur, il est très intelligent, il a d'expérience aussi, il est plus jeune. Donc moi je pense que s'il y a une revanche, je pense que Nakatani vraiment a plus de chances de victoire que Inoue. Et Inoue, s'il monte d'une catégorie, il y aura en face de lui des gens beaucoup plus gros. Et avec justement le temps qui fait son travail et qui va le rendre un peu plus lent, cette petite demi-seconde de moins, on va dire, enfin de plus, lors des réflexes, lors des contres, c'est ce qui va faire qu'il va finir par perdre. Alors après, tu me diras, c'est le jeu, il y a tout le monde qui perd, c'est pas une honte. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a vu le meilleur de Inoue. Et il y a un côté de moi qui dit, s'il prend sa retraite maintenant, après avoir battu Nakatani au Japon, le mec, c'est une légende, quoi. Non, mais c'est sûr. Et puis après, encore une fois, dans le même lien, c'est de se dire, tu montes de catégorie. Il y a un moment donné où l'esquive que tu vas pas mettre, qui était passé, est-ce que tu as pris le coup, tu l'as accepté, là en fait il peut te mettre KO, quoi. Et encore une fois, je pense qu'il y a du boulot pour les coachs, parce que je pense que c'est les périodes qu'on n'apprécie pas trop quand ton boxeur il a été à son apogée, et qu'en fait là il faut que tu arrives à trouver les solutions pour qu'il puisse rester à ce niveau-là sans avoir la même explosivité qu'avant, le même corps qu'avant. Parce que mine de rien, chaque combat aussi, les mecs ils s'affaiblissent un peu plus. Tu prends des coups, c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Donc, non, puis les camps d'entraînement s'accumulent. Un mec comme Inoue, putain, le mec il accumule des combats. Enfin, c'est le mec il se bat littéralement tous les 3-4 mois. Il y a un moment, son corps, il va dire stop, quoi. Par contre, tu vois, nous là on dit ça, mais aujourd'hui quand même, peut-être qu'on est un peu, on va dire, on était un peu pessimiste. En gros, Inoue quand même là, il a gagné, donc il n'y a pas forcément de raison de remettre en question. Enfin, tu vois, genre peut-être que pour son équipe et tout ça, en fait, il n'y a aucune raison de remettre en question un truc parce qu'il a gagné encore. Si tu veux, moi en fait, pourquoi est-ce que je suis devenu comme ça? C'est parce que Canelo il a perdu. C'est ça, hein. Non, mais ouais. Et tu sais mais c'est trop. En fait, je pense que nous on se permet de dire ça aussi parce qu'on sait à quel point la boxe c'est dur en fait. Mais si tu veux, moi en fait, je serais le gars qui dira ça et qui dira en même temps, en fait, tu vois, même si demain il fait 15 défaites de suite, je le regarderai quand même parce que en fait, au niveau boxe, il est trop fort. Mais si tu veux, si t'enlèves le côté émotionnel, tu sais, en te disant voilà, il a gagné bien sûr, mais sur l'aspect vraiment réel, ça peut être des problématiques qu'il peut rencontrer. Après là pour l'instant il est sur le toit du monde. Tout ce que nous on essaie de dire c'est juste attention parce que l'âge, en plus nous on le sait, on boxe pas pareil qu'il y a 5 ans. Non, on a peut-être un peu moins la pêche, un peu moins la patate, mais voilà, en fait c'est la vraie vie, quoi, et c'est la vie d'un boxeur et c'est pas évident à gérer, je pense. C'est pour ça que de toute façon Inoue, honnêtement, depuis 6-7 ans il est au top. Enfin, je sais même plus quand c'était le tournoi là, le WSB qu'il a gagné contre Donner,
mais c'était il y a genre 6-7 ans. Donc depuis 6-7 ans, le mec, il est littéralement le meilleur de la boxe mondiale, quoi. Ouais, donc déjà, il prend tout le monde, quoi. C'est enfin, ça. Je veux dire, un règne de 6-7 ans à ce niveau-là, c'est quasiment, enfin c'est vraiment rare. Donc pour moi, c'est pour ça, limite je l'annonce, quoi. Inoue, en fait, là où il est, le problème c'est qu'il peut que descendre parce qu'il est au sommet, quoi. Et quand on est au sommet, c'est là où on se casse la gueule. Mais c'est après, ça. lui, il doit le savoir. Je veux dire, c'est tout. Enfin, ils ont l'air d'être intelligents, donc je pense qu'ils vont tout faire contre. Mais comme tu l'as dit, Canelo, du moment qu'il est un peu ralenti et tout ça, en fait, c'est là où tous les autres mecs qui refusaient les combats et tout ça, bah, ils te sautent dessus, quoi. Bah ouais, ils veulent abattre l'ennemi numéro 1. C'est ça. Et tu vois, juste un truc aussi qui m'a pas déçu, mais un truc que j'aurais bien aimé voir dans le combat, c'est que mon Lomachenko, tu vois, il faut que je le place au moins une fois. Il lâche jamais, putain. Il faut que je le place au moins une fois par podcast. Il est payé pour faire ça, vous savez. Bien sûr. Ah non, mais je suis un agent ukrainien pour défendre la boxe ukrainienne. Non, mais juste pour ça, je vais me faire flaguer sur YouTube. C'est sûr. En gros, Lomachenko contre Jermaine Ortiz, pareil, il a galéré grave pour couper la distance parce qu'il était beaucoup plus petit. Et il avait trouvé une petite combinaison, genre un 1-2 où il se jetait sur le 2, mais vraiment se jetait avec le pied arrière, en fait, qui se jetait pour faire un pas en avant. Et du moment que le pied arrière il retouchait terre, il balançait un jab ou un espèce de crochet du bras avant en restépant, en fait, pour retrouver sa bonne stance, sa bonne position avec ses pieds. Et en fait, ça a marché parce que ça permet de couper la distance. En fait, tu sautes sur le mec. Et le mec il voit pas arriver le troisième coup, quoi, parce que c'est trop bon, après ça marche quand c'est lui, hein. Mais alors ouais. ça marche quand c'est lui, mais tu vois, genre le match en coup il a trouvé ça, et après tout le combat en fait il a fait que ça, parce que le Ortiz il a pas trouvé de truc, donc à chaque fois il faisait ça. Et là moi en regardant le combat j'avais pensé, je me suis dit tiens ça serait bien si, et en fait Inoue il a trouvé son propre truc. C'était cette espèce de uppercut sur un pied qu'il a fait 2-3 fois, quoi. Ouais, mais là, il a une réactivité qui est aberrante. Parce que franchement, ça, il n'y a personne qui peut le faire. T'as pas le droit de faire ça, quoi. Sur un pied, quoi. Ah, ouais, vraiment, c'est vraiment très très bizarre. Et en plus, avec la puissance, quoi. Tu sais même pas comment il arrive à développer la puissance. Enfin bref, donc du coup, encore une fois, quand même, très bon combat. Pour les experts, je veux dire, c'est vrai que il fallait avoir l'œil, il fallait quand même être, on va dire entre guillemets, un puriste pour apprécier ce genre de combat. Ceux qui sont mis dans ce combat pour espérer un gros KO, c'est vrai que je pense qu'ils... Ouais, c'était pas le jour. Bah, il fallait qu'ils regardent Benavidez Ramirez. Ouais. Et ça, on en parlera dans un autre épisode. On en fera un autre truc, parce que là, sinon, on va y passer la nuit, c'est sûr. Et du coup, on clôt maintenant ? Ben, ouais, on peut juste peut-être faire On peut juste peut-être faire 2-3 phrases sur la suite. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Parce que là, tu nous as un petit peu parlé. Toi, tu pensais qu'il allait potentiellement avoir un retour, un match retour, enfin un combat retour. Du coup, je sais que Nakatani a dit, en tout cas son équipe, ils ont dit que s'il y avait la proposition, ils la prenaient tout de suite, et qu'il n'y avait pas de problème. Bah, déjà, je sais pas du tout au niveau du contrat, parce que tu sais, il y a un moment, ils parlaient beaucoup des matchs retour qui faisaient partie du contrat, blablabla. Ça, ils ont un peu arrêté d'y faire. Ouais, les clauses de rematch. Rematch. Ouais, ça, j'ai l'impression qu'ils ont un peu arrêté d'y faire parce qu'on en a plus trop parlé de ça. Après, ça, souvent, c'est des trucs américains. Hein. C'est souvent les Américains qui aiment bien faire ça parce qu'ils savent qu'ils vont se faire bousiller. Alors, après, j'ai vu aussi sur Instagram, alors je sais pas si c'est vrai, mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas de raison que ça soit faux. C'est que c'est là, ils sont fait vraiment beaucoup de sous. C'était l'événement de boxe ou de sport au Japon qui a fait le plus de sous. Et puis qui a été le plus regardé aussi. Donc du coup, je pense que business, je pense qu'ils vont tous essayer d'être, d'en faire un deuxième, quoi. Au moins les broadcasters et tout ça. Moi, en fait, pour te donner, alors j'ai entendu un peu les Eddie Hearn et tout ça, tout le monde en parler. Eddie Hearn, il a dit qu'il veut absolument un combat avec Bam Rodriguez. Moi, c'est ce que je t'ai dit en off. En fait, je vois pas comment un combat contre Bam Rodriguez est possible, parce que Bam, il fait partie des super plumes. Son prochain combat dans un mois, il va justement aller chez les coqs. Donc c'est la catégorie 118 pounds. C'est la catégorie du frère à Inoue, à Naoya, Takuma. Et Naoya, il a dit, il me reste juste un combat dans cette catégorie, donc 122. Et après, je monte à 126 ou 128, je m'en souviens plus.
Ce qui veut dire que pour moi, le dernier combat dans la catégorie, c'est contre Nakatani, la revanche. Après, donc ça va avoir lieu, je pense, en septembre ou en octobre. Après, Naoya, il va monter d'une catégorie encore. Et Bam, lui, enfin, je vois pas pourquoi. Enfin, en gros, je pense que le combat avec Bam, s'ils le font, ça sera un truc bizarre, peut-être. Enfin, voilà. Mais en tout cas, le timing n'est pas bon avec Bam. Donc moi je pense vraiment que la revanche va avoir lieu, et en plus il y a tout qui est aligné pour une revanche, quoi. Je veux dire, le combat était serré, était compétitif, donc du coup il n'y a pas de raison de ne pas faire la revanche. Et pour finir, après je te laisse dire, mais c'est ce qu'on parlait justement juste avant le podcast, moi quand on pourra en parler une prochaine fois, la performance de Takuma Inoue contre Ayota était vraiment terrible. Ouais, elle était au top. Et donc du coup, c'est vraiment très intéressant. Ah ouais, moi j'ai adoré, enfin vraiment Takuma, là je trouve qu'il a passé un niveau, quoi, il était incroyable. Et on fera carrément un podcast dessus aussi. Je pense que ça mérite, parce que c'est vrai que souvent moi je l'ai bâché un peu, là pour le coup il a fait un beau truc, c'est vrai que pour moi c'était là c'est sa meilleure performance de sa carrière, et il l'a fait on va dire à 30 ans, donc ouais, c'est vraiment top. Et justement il a sa ceinture dans les super coques, donc les bantamweight en anglais, et Bam Rodriguez vient juste d'arriver dans la catégorie. Il va avoir un combat dans un mois pour une ceinture, il me semble, dans cette catégorie. Du coup, s'il veut unifier dans la catégorie, il va devoir se prendre Takuma. Et moi, comme je t'ai dit, si je suis Inoue et je veux être un peu taquin, et je dis Bam, tu veux avoir un combat contre moi, essaye déjà de battre mon frère, quoi. Et ça pourrait être stylé, tu vois. Ouais, j'avoue que moi c'est un truc que je pourrais trouver vachement intéressant aussi. Ouais. Je trouve que le faire aujourd'hui ce serait super prématuré, en sachant que même là Nakatani, c'est ce dont nous on en parlait aussi, c'est que c'était déjà prématuré, je pense, le combat. Ouais. Et en fait là on balance Bam Rodriguez, en fait il y a pas un combat, tu sais, un peu repos, un peu transition, non, c'est tout de suite on repartirait sur du lourd. Et je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour Inoue à faire ça. En fait, il se mettrait juste dans la sauce parce que pour l'instant, tu vois, je pense qu'il a le droit aussi de mériter sa victoire et d'en profiter. Là, tout de suite, de repartir au charbon comme Bam Rodriguez, pour moi, Bam, c'est encore un autre level. Ça veut pas dire qu'il peut pas le battre, mais je pense que c'est beaucoup plus dur. Et je pense que s'il y a bien un mec qui peut battre Inoue, ça peut être Bam, tu vois. Ouais. Et il n'y a aucun intérêt pour lui aujourd'hui, tout de suite maintenant, de le prendre. Donc ouais, ce serait intéressant de le voir contre son frère dans un premier temps. Et je pense que justement, ça ferait encore plus monter la hype, tu vois. Ouais, et comme tu dis, Takuma, il a toujours été un peu dans l'ombre de Naoya Inoue. Ouais. Et, je veux dire, a raison, hein, parce que c'est vrai que c'est un bon boxeur. Il avait déjà été champion du monde, mais il était loin, on va dire, d'avoir le talent des Bam Rodriguez, ou de son frère. Par contre, avec ce qu'il a j'arrive plus à parler. Avec ce qu'il a montré ce week-end, je pense qu'il a justement mérité là le fait d'être un peu plus, on va dire, dans la lumière. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je trouve que, vu ce que j'ai vu ce qu'il a proposé contre Ayoka, je me dis c'est peut-être un combat que Bam il gagne, mais c'est loin d'être un combat facile, hein, parce que je veux dire. Contre Martinez, Bam, je veux dire, il a eu une super performance, mais Martinez, il a été très très loin de développer une boxe comme Takuma Inoue l'a développé ce week-end, quoi. Il était discipliné, il était sharp, ses déplacements, ils étaient super précis, il était patient, il contrait comme un chien. Enfin, je veux dire, moi, il m'a vraiment étonné, donc je suis limite plus hypé de voir un Takuma Inoue contre un Bam que Inoue pour l'instant. Et comme tu dis, Inoue, là, au niveau de sa carrière, ça n'a pas trop de sens, et surtout au niveau des catégories, Inoue, il a jamais fait n'importe quoi, en fait. Il a toujours suivi une ligne très disciplinée, entre guillemets, en respectant les codes d'honneur de la boxe. Genre, je suis dans ma catégorie, je clean la catégorie, je monte. Et donc, du coup, là, je pense que ça peut être un combat de fin de carrière où, genre, Eddie Hearn, il va mettre des dizaines de millions sur la table, faire un combat, genre, je sais pas, en Californie. Et peut-être que Inoue le prendra parce que ça sera son combat d'adieu, quoi. Mais sinon, je vois pas Inoue, comme tu dis, risquer, on va dire, sa legacy pour prendre un combat qui a pas trop de sens au niveau des catégories, quoi.
Ouais, et puis en plus, et puis même Bam, je sais pas si ce serait le bon moment même pour lui, tu vois. Et ouais, parce que Bam, il est très très bon, mais c'est vrai que Inoue, là, dans sa catégorie, il est quand même bien développé. Enfin, je veux dire, il est quand même très balèze, Inoue, en termes de musculature et tout. Bam, il peut pas arriver en disant je le prends facile, quoi. C'est pas possible. C'est un peu pour moi des combats d'une vie, tu vois. Et puis en fait, enfin, j'en parlais déjà un peu sur l'autre podcast, c'est des combats où des fois, t'as envie de penser à la trilogie, tu vois. Et pour pouvoir avoir des combats comme ça, tu peux pas les pondre du jour au lendemain en se disant, oh, bah, ce serait pas mal de faire ci ou de faire ça. Non, il faut qu'il y ait une logique et comme tu le dis, c'est pas du tout le style d'Inoue de prendre des combats pas organisés comme cela. Ouais, et en plus, les Japonais, alors comme on en parlait un petit peu justement de la mentalité japonaise, que moi je connais pas trop, parce que c'est une culture qui est vraiment différente de la nôtre, et tout ce que je peux dire des Japonais, tout ce que j'ai compris, c'est qu'ils aiment bien rester entre eux, c'est leur culture, c'est vraiment une île et tout ça. Du coup, pour moi, je pense que là, ce qui est le plus logique, c'est que il y a 2 grands boxeurs japonais qui viennent de péter les audiences, de se faire beaucoup de sous, d'avoir un combat très compétitif. Peut-être tu parlais de trilogie, bah, je pense que moi, ils vont faire déjà la revanche, et ils vont essayer de faire durer justement la rivalité, bah, parce que c'est ce que tout le monde a envie de voir, je pense, au Japon. Et donc du coup, pour moi, c'est évident qu'il va avoir un Inoue Nakatani 2. Et après, bah, déjà, on verra le résultat du deuxième combat. Et c'est possible qu'il y ait une trilogie. Et moi, je pense que en fait, Bam Rodriguez, Inoue, enfin Naoya, en fait, il s'en fout un peu, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout son. Le mec, il est 2-3 catégories en dessous. C'est ouais, il regarde pas à cet endroit-là. Voilà, je pense qu'il est pas dans son champ de vision encore. Là, il vient d'avoir un combat très serré avec Nakatani. Et je pense que business, enfin je veux dire, dans les mois qui arrivent, il va se reposer. Et je pense ce qui fait le plus de sens pour lui, bah, c'est la revanche, quoi. C'est logique. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Écoute, on verra bien où est-ce que tout ça nous mène. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer. C'est bien, ça ouvre quand même un panel de trucs intéressants. Ça nous a fait plaisir aussi d'avoir un petit combat comme ça en ce moment. Ouais, et puis moi, Nakatani m'a étonné. Je pensais vraiment que Nakatani allait pas être au niveau. Je pensais plutôt ouais, je suis assez content. Il a bien redoré son blason parce que tu me le critiquais un peu, mon petit Nakatani, mais. ouais. Non, mais c'est vrai qu'il m'a vraiment fait plaisir. Très discipliné, très bon, quoi. De toute façon, si tu vas déjà 12 rounds avec Inoue, c'est que t'es un minimum bon, tu vois. Ouais, ça, je suis assez d'accord avec toi. T'as le droit de t'asseoir à la table des gens et de dire que tu fais de la boxe, ouais, tu vois. Exactement. Bon, je crois qu'on aura fait le tour. Hein. Écoute, pas mal. Ouais, en tout cas, très bon week-end de boxe. Ouais, non, franchement, ça faisait plaisir. Mais n'hésitez pas, les gars, si vous l'avez pas vu, allez le mater. Hein, parce que le but aussi, c'est ça de notre podcast, c'est de vous faire un peu de la pub pour les combats sympas. Là, c'était vraiment un combat cool. Allez le voir. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez de notre analyse? Est-ce que vous pensez différemment? Est-ce que peut-être que vous avez vu le combat aussi de manière différente? Et on sera bien content de pouvoir en échanger avec vous. On pourrait même faire après des petits épisodes comme ça où on répond en mode un peu analyse à ce que les gens peuvent nous dire. Parce qu'on commence à avoir un petit peu des vues. Donc n'hésitez pas à vous exprimer et à nous dire ce que vous en pensez. Donc c'est cool. Et d'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Live Boxing Video. Alors c'est un mec qui est au Japon, donc qui va avoir les gros combats japonais. Et en fait, il les filme. L'entièreté des combats, il les filme de son siège. Et donc du coup, là, le combat, justement, il y est. Et ça offre une perspective un peu différente, justement, de regarder le combat par rapport à un mec qui est vraiment en live dans son siège, en fait. Et ça permet justement de voir le combat d'un autre angle. Donc si vous n'êtes pas forcément abonné à DAZN ou je sais pas quoi, il y a le combat sur la chaîne, c'est légal, parce que le mec, il filme avec son téléphone, quoi. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir le combat... sur cette chaîne, ouais, Live Boxing Video, c'est marrant de voir les combats justement un peu loin, avec un angle différent. Ça offre une perspective assez différente. Ouais. Alors, je sais pas si c'est meilleur parce que bon, c'est un peu loin, mais ça offre, on va dire, quelque chose de différent, c'est intéressant. Ouais. Et puis pour ceux qui n'ont pas envie de payer ou d'être dans l'illégalité, c'est une alternative légale. Pour ça, les gars, branchez-vous, allez voir. Si jamais vous nous envoyez un petit DM, on pourra vous envoyer les liens. Enfin bon, ok. Et ben on est pas mal pour aujourd'hui. Super, allez.
Bon les gars, on espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas hein, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Dites-nous que vous êtes là et nous ça nous fera plaisir aussi quand on regardera un peu tout ça. En attendant, Attends, j'ai oublié de faire un truc. Ouais. J'ai oublié de critiquer Crawford. Ouais, alors c'est à ce moment-là qu'on coupe le live. Non, j'ai vu qu'il était au Japon, il a essayé de se montrer un petit peu en mode je suis le parrain, tu sais, je suis le parrain de la boxe, je suis le gros king. Mais je sais pas si t'as vu, il est allé dans les vestiaires de Benavidez et tout. Ah non, en mode, il était dans les vestiaires de Benavidez. Ouais. Mais je l'ai vu, moi je l'ai vu au Japon. Bah écoute, moi ce que j'ai vu c'est, je crois qu'il est passé dans les vestiaires de Benavidez à la fin du combat. Ouais. Ok, non mais le mec on l'a jamais autant vu. Alors qu'il est en retraite quoi. Attends mais non mais peut-être c'est Inoue en fait peut-être. Je sais plus. Non mais c'était Inoue parce qu'après il s'est fait prendre en photo et tout ça. Non mais t'as raison. Oui c'était Inoue, je dis n'importe quoi. Oui il a pris une photo avec Inoue, t'as raison. Avec tout le monde et tout et il s'est montré genre en mode. T'as raison. Le mec il fait sa promotion quand sa carrière est terminée. Tu dis mais en fait tu comprends pas comment ça fonctionne en fait. Voilà, c'était ma critique. Ouais, c'est bon, elle est passée. Bon, les gars, en attendant, mangez des fruits et surtout. Mangez des fraises. Mangez des fraises, les gars, c'est la période des fraises, ça fait plaisir. Allez, ciao, les gars. Allez, ciao.